Amis de TV Liberté, bonjour. Nous filons tous les deux au cinéma. Bonjour Frédéric. Bonjour Anne. Nous filons à New York. Oh, à New York, si vous voulez. Je sais pas tellement le climat pour New York. Mais, il doit commencer à faire un petit peu froid. Même si c'est une ville magnifique que j'aime beaucoup, comme Woody Allen qui adore cette ville. Bien sûr. Donc, vous en avez déjà parlé, mais je ne l'avais pas vu. Nous attendons votre avis. J'avais eu quelques commentaires plus ou moins mitigés sur le film, mais c'est vrai par des grands admirateurs de Woody Allen. Et c'est vrai que Woody Allen, dans ses premiers films, c'est un petit peu différent. Hein. Il avait une veine avec cet humour juif qu'on ne retrouve plus beaucoup. Ce film-là, d'ailleurs, a été un petit peu, postpone en France. Ça a été, il est sorti il y a 8-10 jours, Oui. alors que ça fait 1 an qu'il est terminé aux États-Unis, qu'il a déjà terminé le film d'après. Mais il est boycotté aux États-Unis. Voilà. Alors le problème, oui, mais s'il est boycotté aux États-Unis, je ne comprends pas très bien pourquoi en France, on a mis 1 an à le sortir. Donc, est-ce qu'il y a eu des relations de boycott entre eux et les distributeurs, les boîtes de distribution, les grosses boîtes françaises? Je ne sais pas. Toujours est-il que c'est son avant-dernier film, qui est l'histoire, dont vous l'avez déjà raconté, de jeunes qui sont d'une université un petit peu du côté des rednecks, quoi, des bouseux américains, entre guillemets, parce qu'on les traite vite de bouseux. Et qui se retrouvent à New York pour passer un week-end. Très fortunés. Leurs papas ont des banques. Leurs papas ont des banques, ils sont fortunés, mais enfin, ils sont pas new-yorkais quand même. Non. Donc, c'est là où on nous montre la différence entre ces deux personnes. Donc, une jeune américaine qui est typique de l'américaine, la blonde, assez jolie. Elle est typée, oui. Elle est typée, mais enfin assez jolie, mais je veux dire, vous donnez un coup de pied dans un réverbère, il en tombe 10 tous les 100 mètres, ce genre de personne aux États-Unis. Elle est bien quêturée, c'est la cloche de base. La cloche de base. Ceci étant, alors soit l'actrice est une cloche, sinon elle est remarquable. Oui, elle joue très bien. Parce qu'elle joue remarquablement ce rôle de fille naïve, gentille, un peu bébête, en même temps. Bon, alors elle, ils se voient, ils ont des rendez-vous, mais ils se loupent et ils passent tout le week-end. Lui, de son côté, parce qu'il traîne un petit peu la savate dans New York, il se cherche. C'est-à-dire qu'elle est embarquée. Il n'est pas très bien dans sa peau, lui, et elle, de son côté, donc, a des aventures, différentes aventures, est embarquée malgré elle dans des aventures assez amusantes d'ailleurs. On sourit souvent, on rit quelquefois, parce que c'est assez drôle, les dialogues sont assez pertinents. Et puis, la fin est très inattendue, étonnante et jolie. Donc c'est un film agréable à regarder. Moi je dirais qu'il faut aller le voir parce que c'est quand même un Woody Allen, même si c'est pas un chef-d'œuvre de Woody Allen. Pour ceux qui aiment la musique romantique, vous avez une très belle musique, plus la musique jazzy, puisqu'on sait que c'est un mec qui adore le jazz, enfin un mec, un réalisateur, excusez-moi, qui en joue, paraît-il, pas très très bien pour les spécialistes, mais enfin il a le mérite d'en jouer et c'est un amateur très éclairé. Et il ne filme pas énormément New York, mais on voit que c'est un hymne à New York du début jusqu'à la fin. À meilleure preuve, c'est que le garçon, qui, vous verrez cette chose inattendue à la fin, mais de toute façon, on peut le dire, il reste à New York et il dit non, moi, non, New York, même sous la pluie, c'est New York, rien d'autre que New York. Rien d'autre que New York. Moi, voilà. J'y ai vu, moi je me suis régalée parce que j'y ai vu une certaine satire d'un monde. Ah, mais il y a une satire de l'Amérique, parce que Woody Allen, peut-être qu'il n'est pas en vue aux États-unis en dehors de ses histoires sexuelles. Il est plus européen qu'américain. Évidemment, il a été lancé par l'Europe. Il n'est pas connu aux États-Unis comme il est connu en France. Et alors, cet humour juif new-yorkais, effectivement, c'est là-bas qu'on l'a décelé. Mais quand même, il a une critique quand même de la société américaine. Il a une critique on le voit bien. On se régale quand même beaucoup. Voilà, moi, j'avoue que chaque réplique me fait plaisir. Je suis. Il n'a pas l'humour juif qu'on avait l'habitude d'entendre, mais il a des choses. Enfin, il y a des réparties. Il y a beaucoup de réparties où moi j'ai souri, j'ai entendu des gens rire dans la salle, parce qu'effectivement c'est drôle, il y a un à-propos. C'est un grand metteur en scène. On passe un très bon moment. C'est un film sympathique d'un grand metteur en scène. On passe un très très bon moment. Alice et le maire. Ah, Alice Autre monstre sacré, notre Lucchini. Rien à voir avec le maire qui est à la tête de notre gouvernement. Alors, Lucchini, il aurait pu être remplacé par n'importe qui. Hein. Je veux dire, ce n'est pas un rôle dans lequel il excelle. Il est bon, mais je veux dire, il ne fait pas du Lucchini, parce qu'il n'a quand même pas un texte à faire du Lucchini.
C'est l'histoire du maire grosso modo, du maire de Lyon. Une maire d'une grande ville, oui, ça Oui, pourrait mais Lyon, être... non, mais c'est Lyon, il ne s'en cache pas, c'est le maire de Lyon. Donc on a Qui dit, n'a plus d'idées. en fait, on a dit c'est Monsieur Collomb. Ils s'en est inspiré un petit peu, il y a des chances, puisque Collomb en avait un petit peu marre aussi de la mairie, c'est pour ça qu'il est allé à la Défense. Et puis ensuite, maintenant, il a envie de récupérer, parce qu'il s'est peut-être reposé quand il était à Paris. Et toujours est-il qu'il se retrouve un petit peu en panne d'idées, on sent qu'il en a un petit peu marre, il est débordé. C'est vrai que tout le film, ils sont toujours à courir, etc., etc. Je ne pense pas que même dans une grande ville, si le travail de maire doit être assez épuisant, ils ont des tas de problèmes sérieux, ils ont quand même beaucoup de gens, vous avez des mairies, vous avez des centaines de responsables, et il est bien évident qu'on ne court pas comme ça. Donc c'est un peu un condensé pour nous montrer tout ce que c'est le travail, effectivement, c'est du travail, l'épuisement des gens, l'épuisement des idées, et il fait appel à une philosophe de gauche, parce que c'est un film donc, qui parle de la gauche à Méridion, on ne s'en cache pas. Ça pourrait être d'ailleurs la même chose sur une mairie de droite, ça pourrait être l'équivalent. Absolument. Et cette femme-là, qui a des idées, commence à évidemment attirer des jalousies parce que le maire compte beaucoup sur elle. Et elle, d'un autre côté, elle est totalement déçue parce qu'elle s'aperçoit que... Elle est paumée, surtout. Oui, elle est déçue parce qu'elle est Nous complètement... avons deux héros qui sont deux paumés. Deux paumés, parce qu'elle est paumée, parce que c'est parce qu'elle a 30 ans, parce qu'elle n'a pas de mari et qu'elle n'a pas d'enfant. Oui, il y a ça, elle le dit. Oui, mais elle le dit en disant « je ne vois pas mon avenir parce que je n'ai pas de mari, je n'ai pas d'enfant ». Et elle ne sait pas quoi faire. Elle ne sait pas quoi faire dans la vie. Mais dans le présent, surtout dans son travail, parce que son travail à la mairie, il est vague. On lui demande d'avoir des idées. Qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui est responsable des idées? Alors elle lance l'idée modestie. Oui, alors elle lance l'idée modestie, etc. Là, on voit derrière toutes les conneries qu'on peut avoir dans les boîtes spécialisées qui pompent l'argent des sociétés avec des histoires absolument abracadabrantesques. Alors le personnage de l'agence de com. Alors le personnage de l'agence de com. Du communicant. Oui, le communicant. C'est une belle satire, ça, non? Oui, mais c'est une satire sans arrêt. C'est une satire des communicants. Voilà. C'est une satire du politique en dehors de la gauche et la droite. Même si là, il y a une petite critique de gauche. Comme vous dites, ça pourrait être de droite. C'est une satire de la politique. C'est une satire aussi de ceux qu'on veut nommer les communicants. Elle, c'est une fille assez brillante, philosophe, etc. Les idées, on ne voit pas. Les vraies idées, c'est quoi? C'est de prendre des responsables et de faire des séances de brainstorming une fois par mois, où effectivement, là, on agite des idées ensemble, mais demander à une personne qui est complètement hors champ, qui n'est pas du tout dans la vie politique, qui n'est pas du tout dans la municipalité, tout d'un coup de venir en disant, alors elle en sort des choses comme la modestie, demain elle va dire la citoyenneté, enfin, toutes ces phrases creuses qui ne veulent absolument rien dire. Donc c'est là où le film est assez jouissif. Ceci étant, ça n'est pas un chef-d'œuvre. Le mot est bon, parce que je trouve que chaque réplique est marrante. Moi, j'y ai vu, je suis désolée, mais bon, Lucchini est tout de même un spécialiste du texte explosif. Quoi qu'il dise, il y a toujours une, deux ou trois arrière-pensées derrière. C'est très marrant. Oui, on l'a peut-être pris pour lui, mais en tout cas, il dit, le dit bien. Je ne suis pas de gauche, vous comprenez, il faut être très vertueux pour être de gauche. Je n'ai pas assez de vertu, c'est très drôle. Oui. Je n'ai jamais cru au progrès. Enfin, il est drôlissime. Et là, dans ce personnage, il est quand même satirique. Drôlissime, parce que c'est une satire aussi. Ça montre que les gens vous parlent de progressisme, ils ne croient pas au progrès. Alors, les gens vous parlent de ça, mais ils n'y croient pas. On voit que c'est une vaste fumisterie. L'apothéose. Mais là, c'est une critique de la politique, mais en même temps, c'est spécial, parce que ce n'est pas la politique générale qui n'a rien à voir avec la politique d'une mairie. Donc, il faut savoir faire la distinction entre oui, mais la attendez, mairie moi, je vais vous parler de la politique d'une mairie aussi. Quand on voit ces petits mecs s'agiter pour créer des idées, alors qu'on ne leur demande pas de créer des idées, on ne leur demande pas de savoir quel budget ils vont dépenser et quelles choses ils vont inventer pour leur ville, qui va du bec de gaz hideux à la statue dégueulasse. On leur demande de répondre aux besoins de leur municipalité. C'est tout. On ne leur demande pas d'avoir des brainstorming pour agiter. Et on ne leur demande pas, surtout, de payer des communicants qui sont là pour avoir des idées. Laissez-moi, Frédéric. Oui, on parle du film. C'est ça le message. Le point délicieux du film, c'est le communicant qui arrive avec son projet Lyon 2500. Là, quand même. Oui, c'est pour se moquer. On sent l'éclat de rire général. Oui, mais ça arrive, effectivement. c'est ce qu'ils font. Ça arrive. C'est ce qu'ils font. Mais il y a aussi autre chose. Quand vous dites c'est les besoins de la population, il n'y a pas que ça. Quand il a créé Confluence, excusez-moi, Monsieur Collomb, c'est magnifique Confluence.
personne dans la population a demandé. On crée Absolument. des immeubles à confluence, Absolument. on crée des entreprises qui viennent. C'est pas le citoyen qui va dire on fait ça pour créer des espaces verts, etc. Mais Donc c'est le rôle d'une mairie. Donc mais Confluence est vide. Confluence est vide. Non, il se C'est remplit, Confluence. Non. une source de dépenses considérable. C'est une source de dépenses. C'est une verrue sur le Rhône. Mais tout ce qui se fait au début, de toute façon, effectivement, vous voulez que ça marche dans les 24 heures? Non. À ce moment-là, on ne crée rien. Non, mais il y a une critique, mais il ne faut pas non plus être totalement nihiliste. C'est le rôle aussi d'une mairie de créer un certain nombre de choses. Basta. Non, l'agitation dans les mairies est bien Et montrée, et principalement l'agitation immobilière dans les mairies, alors que les petits vieux crèvent de faim. Oui, non, mais attendez, on ne fait pas ça en général, on parle du film et de la mairie de Lyon, on ne va pas faire un... C'est une critique, c'est une satire du vide politique, du vide dans une mairie. Moi, j'y ai vu ça. Voilà. Alors vous me direz, on ne voit que ce qui est en soi. C'est ce que je dis. Oui, exactement. Mais non, on peut voir en dehors de soi, parce qu'il faut essayer de sortir de soi quand on voit un film. Et le problème, c'est que c'est une satire aussi de la gauche, puisqu'il y a certaines phrases, etc., mais qui pourraient s'adresser à la droite. C'est une satire de ce qui est mauvais dans les mairies. Ça ne veut pas dire que toutes les mairies ne font que ça. Bien sûr. Mais enfin, les grandes mairies ont quand même quelques problèmes. Parce que les grandes mairies font... C'est quoi? C'est de la politique politicienne et c'est surtout des postes et c'est surtout aussi des scandales, la plupart du temps, d'argent. Absolument. Parce que ce ne sont pas dans les petites mairies qu'il y a des scandales d'argent, parce qu'il n'y a pas d'argent dans les petites mairies. Alors vous avez raison, il n'y a pas d'argent, donc il n'y a pas de projet de ce type. Vous avez vu un beau documentaire. Ou sauf quand vous avez des initiatives nationales, comme à une époque, il y a à peu près 30 ans, on a dit il faut créer des piscines de façon à ce que tous les petits Français sachent nager. Et on a eu des petites mairies avec 2 mairies contiguës. Il y en avait une qui avait sa piscine de 25 mètres et l'autre qui faisait une piscine de 25 mètres. Et maintenant, il y en a combien au tapis? Ces piscines-là qui sont vides, qui ne servent à rien, etc. Donc, tout ça, c'est assez complexe. Bien sûr. Oui, j'ai vu Chambord. Beau, oui, intéressant, beau aussi, mais enfin, c'est pas... j'avais pensé que ça aurait pu être plus beau, j'allais dire plus beau. Il est plus pour être à la télé, etc. Ça n'est pas un chef-d'œuvre, voilà. Or, un documentaire sur le patrimoine, moi qui adore le patrimoine, j'aurais bien voulu que ce soit un chef-d'œuvre. Ceci étant, c'est sur le château de Chambord. Alors, ce qu'il y a de très intéressant, c'est qu'on nous parle de l'historique du château de Chambord. Alors, pour l'illustrer, soit on l'illustre par des vues du château, il y en a assez peu d'ailleurs des vues du château, beaucoup de vues du parc. Et on l'illustre aussi par des scènes animées, parce qu'à un moment, on pourra en parler. Alors pourquoi? Parce que ce château a été construit, donc, comme on le sait, par François Ier en 1521. Ce château était fait non pas pour résider, parce que lui, il y a passé que quelques semaines, il s'en fichait royalement. C'était pour montrer la puissance, la magnificence de la royauté française et de François Ier, qui ne se prenait pas pour n'importe qui. Ça a été un grand roi, effectivement, avec des zones d'ombre, comme tous les rois. Et c'est quelqu'un donc, qui y recevait des chefs d'État, des princes et des ambassadeurs. Bon, donc, ce château absolument extraordinaire, qui ensuite s'est retrouvé on ne va pas faire peut-être toute l'histoire du château, là. Parce que... Mais s'est retrouvé au fur et à mesure, jusque dans les mains, après le saccage de la Révolution, parce qu'il faut le dire encore, nos bons révolutionnaires ont vidé le château, l'ont pillé, l'ont saccagé, ils ne l'ont pas brûlé, une chance. Et ensuite, ça a atterri dans les mains du comte de Chambord, qui s'est retrouvé en exil et qui a été le seul à avoir le temps et l'argent et qui s'est beaucoup occupé de la restauration du château de Chambord. On peut lui dire merci à celui qui malheureusement n'a jamais été roi parce qu'il n'a pas voulu accepter le drapeau tricolore, il voulait rester sur le drapeau blanc. Donc c'est pour ça que nous sommes en République pour l'instant. Bon. Et donc la musique est jolie, les vues sont belles. C'est aussi un documentaire animalier, parce que comme vous avez le parc, vous avez énormément, vous voyez une chasse, vous voyez les sangliers, vous voyez les petits animaux, vous voyez en début du film une salamandre qui se balade, et à la fin une salamandre, naturellement l'emblème de François Ier. Donc c'est un film à voir, et moi je souhaiterais qu'un film comme ça, on y envoie toutes les écoles. C'est sûr. Tous les écoliers. C'est sûr, mais je crois que la France républicaine n'est pas prête à envoyer toutes les écoles. Pas toutes. Il y a ce sont des initiatives de quelques personnes. Royal. Non, on préfère les emmener voir Disney. C'est quand même... Non, voir Mickey et Disney. Alors, nous vous avons invité, chers amis de TV Liberté, à voir Un jour de pluie à New York, Alice et le maire, et le documentaire sur Chambord. Et je rappelle Au nom de la terre, qui est un très joli film avec une belle performance de Guillaume Canet, puisque l'agriculture est d'actualité.
Qui est un bon acteur et qui est un bon réalisateur, Guillaume Canet. Merci beaucoup, Frédéric. Ben, merci et À la semaine prochaine, je- chers amis de TV Liberté. Amis de TV Liberté, bonjour. Nous avons la joie de recevoir la grande artiste Daphné du Barry, que vous connaissez déjà, puisqu'elle est venue il y a quelque temps parler d'une belle statue équestre d'Artagnan. Et je me souviens que vous aviez dit que c'était le portrait de votre mari. Exact, qui Et a que été vous rappelé veniez- à Dieu. Que vous veniez de perdre. Voilà. Et vous êtes ce qu'on appelle une classique contemporaine. Et vous faites partie de ces artistes qui sont quand même très connus. Aujourd'hui, vous êtes très connus et les commandes viennent, pour lequel l'œuvre montre le réel. Et vous venez de faire une très belle statue qui s'appelle Notre-Dame aux Innocents. La Vierge. La Vierge aux Innocents. La Vierge Vierge aux aux Innocents. Alors, racontez-nous, vous la voyez derrière nous, qu'est-ce que vous avez voulu faire? Qui vous l'a commandé? C'est un projet qui date déjà de quelques années, encore lorsque Ah oui, Saint Jean-Paul II était vivant. oui. Quand il est venu à Reims inaugurer le baptême de Clovis, alors il m'avait reçu au Vatican et déjà j'avais cette idée en tête. Bon, il n'y a pas eu de suite, mais j'avais réalisé une maquette de cette Vierge aux Innocents. Et l'année dernière, j'ai dit, mais il faut absolument que je la fasse. Je sentais que c'était le moment. Et en plus, chose extraordinaire, la Vierge me parle intérieurement. Elle me dit, il faut faire cette statue maintenant. Vous sentez une pression, oui. Oui, ah oui, non, mais c'était magnifique. Et j'étais soulagée parce que j'avais fait quelques démarches en Italie. Et j'en parlais, on pourrait faire ça pour tel endroit. Ah non, Daphné, il vaut mieux là et là. Et rien n'était concret. Moi, Alors, qui sont ces innocents, pour planter tout de suite le décor? Ah, eh bien, les innocents sont des êtres qui ne peuvent pas se défendre. Et ce sont des enfants jamais nés. Alors, je ne veux pas entrer dans une polémique. Pourquoi? Il y a des enfants qui ne naissent pas parce que il y a un problème. Oui, Même des femmes qui souhaitent garder l'enfant ne peuvent pas parce que absolument. l'enfant est donc mort-né. Absolument. Et il y a d'autres femmes qui... Le problème, c'est voilà, la femme elle-même, elle-même, bon, alors c'est... ou le géniteur, Voilà, ou le conjoint, le père. volontaire ou involontaire. Je ne peux pas connaître le pourquoi ces femmes prennent ces décisions. En tout cas, j'ai fait cette statue pour une prise de conscience, pour faire prendre conscience aux femmes et aux hommes aussi de la beauté de la vie. La vie est un don de Dieu. Et Les la naissance, enfants- un miracle. Oui, totalement. Mais la vie est un miracle. Et donc, pour moi, c'était évident de réaliser cette statue pour qu'on prenne conscience de ce don de Dieu qu'est l'enfant. Alors, moi, je ne jette la pierre à personne pour l'amour du ciel, mais simplement, nous n'avons devons plus de penser, naissance. nous devons- Nous n'avons plus de naissance. Et je le dis dans un article, combien de génies n'ont pas vu le jour, en Bien plus. sûr, bien sûr. Donc voilà. Donc je ne veux pas parler Alors, qui vous a commandité cette commandé cette eh bien, œuvre? le jour, je rencontre la mécène que je connais depuis longtemps et qui avait vu ma maquette et qu'elle avait achetée. Et un jour, je la vois, je dis, ça y est, j'ai décidé de commencer ma Vierge aux Innocents. Alors, elle a été interpellée. Ah bon? Je dis, oui, oui, je commence. Alors, elle me dit, est-ce que tu pourrais me dire quelles sont les conditions parce que ça m'intéresse. Et un mois plus tard, je la revois, je dis, voilà, le temps de la réalisation, Oui. les frais, etc., etc. Elle me dit, bon, ça sera moi
Voilà, donc c'est qui la elle commande. qui a donc Et sponsorisé la et donc statue. c'est une hôtelière, un très bel hôtel à Menton, Exact. et elle l'a Qui est une installé- fervente catholique elle-même. qui est une fervente catholique, Voilà. et elle l'a installé Devant son palace. Devant son palace. Exact. Et donc il est visible de la rue. Absolument. Mais le petit jardinet où est placée la statue appartient au palace, donc Oui. c'est privé. C'est privé. Mais on voit la statue depuis Et la rue. alors, on assiste à un phénomène effrayant de haine tranquille, je dois dire, selon laquelle on n'a pas le droit, le planning familial, toutes les féministes, on n'aurait pas le droit d'invoquer la Vierge pour ses enfants. C'est quand même étonnant. Oui, parce que d'abord, c'est une œuvre d'art. On ne conteste pas les lois et autres, car ce n'est pas le propos d'une De œuvre l'œuvre d'art. d'art. Une œuvre d'art est un témoignage de ce qui se passe actuellement dans notre monde. Moi-même, je suis une fervente catholique, pratiquante évidemment, et je suis très dévote à la Sainte Vierge. Et vous n'avez pas eu d'enfant. Et donc, c'est c'est une donc- raison. Ouais. Et ça, je crois que les féministes ne se rendent pas compte que le pour ré- celles qui n'ont pas eu d'enfants ou qui n'en ont pas eu assez, je connais bien le sujet, que l'on puisse avorter, c'est encore plus dur pour nous. Oui, parce que c'est bien incompréhensible. sûr, c'est incompréhensible. incompréhensible, oui. Alors que par ailleurs, maintenant, on trouve des femmes qui vont porter un enfant pour vous et tout ça. Et alors, évidemment, il y a tellement de choses qui se passent actuellement. Et alors, pour moi, cette statue, c'était vraiment une évidence, une évidence. Et elle ne parle que parce que la Vierge, vous savez, la Vierge, elle pardonne toujours. Elle est pardon, miséricorde. Et ces Il n'y a enfants, aucun elle jugement. les amène. Il y a Mais aucun pas- jugement. certainement, mais Il y a juste un appel à la miséricorde de la Vierge qui et devrait... elle a amené ses enfants, elle les a sauvés, elle les a emmenés avec elle. Elle les emmener avec Au ciel. elle, oui. Oui. Ce qui devrait même être un soulagement merveilleux pour ces femmes qui, dans la majorité, sont catastrophées pour leur vie entière. Parce qu'on commence à le dire maintenant dans les journaux féminins. Jadis, c'était gay, avortons, il n'y a pas de problème. Maintenant, les séquelles psychologiques de cet acte sont flagrants. Et, C'est vrai. et donc, les femmes souffrent épouvantablement. J'ai connu une amie qui était accoucheuse et qui m'a dit, elles en parlent longtemps après. Elles en Bien parlent. sûr. Et chaque année, elles célèbrent l'anniversaire de Ouais. cet enfant non né. Ouais. Enfin, c'est une souffrance absolue Oui, qu'elle oui. s'impose et qui est affreuse. Et, Tout à fait. Et donc, en quelque Mm. sorte, ces enfants sont pris dans le sein de la Complètement. Vierge. Et elle les a sauvés, c'est évident. Alors, ce qu'il y a d'effrayant, évidemment, dans votre statut, c'est le réalisme de ces bébés qui sont comme ils sont dans le ventre de leur mère, c'est-à-dire tout replié sur eux. Et avec le cordon Et avec le ombilical, cordon. parce que qui relie l'enfant à la mère. Oui. L'enfant ne vit pas sans la mère. Oui. Hein. Oui, Et bien donc, sûr. cet enfant qui est sans défense ne peut rien faire. C'est ça qui est terrible. Donc, ces enfants sont arrachés de leur mère et volontairement ou involontairement, c'est une grande souffrance. Les gens de Menton ont réagi comment? Ah, il y a beaucoup de belles réactions. Il y a beaucoup de belles réactions. Il y a des gens qui sont mis à genoux devant la statue. Je reçois des oui. messages extraordinaires. Ah oui. Ah oui, oui, les associations catholiques, Côte d'Azur, même d'outre-mer. Je veux dire, vraiment, cette Vierge, elle parle. Et elle est tellement douce et belle. Donc, elle ne peut inspirer que de l'amour et pas autre chose. Et je Oui, l'ai faite pour ça. Mais il y a des gens Mais vous savez, qui vous ne sont pouvez- pas fournis d'amour. Ils n'ont Mais pas parce ça dans que leur bagage. tout dépend. Vous regardez la beauté d'un coucher de soleil, mais selon votre interprétation, vous pouvez dire, ah non, ce coucher de soleil, elle est. Ah, Venise, ce n'est pas une belle ville. On peut tout détruire selon votre regard, votre interprétation. Mais il y a la vérité objective. Voilà, et je m'en tiens à cela. Et cette Vierge, elle est très réelle, elle est très douce, pleine d'amour, de tendresse. Voilà, et ces enfants, mais il y a 7 enfants parce qu'il y a 7 continents. Alors, je dois vous avouer, j'ai tellement pleuré
en faisant cette statue. D'abord, la Vierge, j'ai dû la sculpter à genoux parce que comme elle est assise, Oui. j'ai dû faire le visage à genoux. Donc pendant que C'était je dur. Ah oui, C'était dur. c'était très dur, mais Oui, oui. j'ai prié. Et quand j'ai commencé à faire les enfants, qu'est-ce que j'ai pleuré? Parce que je faisais cet enfant, je dis, mais c'est pas possible, comment on peut faire une chose pareille? Une telle merveille, innocent, sans défense. Alors, quand je suis arrivée au 7e enfant, j'ai dit, bon, ça suffit maintenant, les larmes, Daphné. Il n'y a rien à faire, j'ai commencé et j'ai pleuré. Parce que je me suis mis dans la peau de ces enfants et j'ai dit, c'est pas possible. Donc, c'était une statue qui a vraiment été créée dans un très grand élan d'amour. Ouais, Et de miséricorde. ça se sent. aussi. Ça Ah se oui, sent. terriblement. Mais alors, deuxième scandale, vous êtes terriblement réaliste, figurative. Vous écrivez, vous aimez rappeler la devise d'Ingres. Ah oui. Il n'y a pas deux arts, il n'y en a qu'un. C'est celui qui a pour fondement le beau éternel et Oui, naturel. absolument. Ça aussi, c'est un scandale. Et non, Vous alors, n'avez pas idée, Daphné du Barry, de dire des énormités comme ça. mais la beauté, on la voit tous les jours. Moi, quand je me lève le matin, j'ai de beaux cyprès en face de moi, les oiseaux chantent, je suis aux anges, je vois la beauté de la nature, création de Dieu. Et vous savez, il suffit d'avoir les yeux pour voir la beauté. Elle est partout la beauté. Et rappelons les Grecs qui nous parlent de ça, et la vérité objective. Elle est là, devant nous. L'objet s'impose à nous. C'est extraordinaire. Je n'invente rien. Dieu a tout créé. Nous, on est là que pour l'honorer, pour l'adorer. Voilà. Et pour rendre cette beauté qui vient de Dieu, moi, j'essaie de rendre cette beauté dans mon œuvre. Voilà. En tout cas, il faut rendre hommage à votre don de sculpteur et il faut rendre hommage à cette hôtelière de Menton qui a suffisamment d'énergie pour résister à toutes ces attaques affreuses. Tout à fait. Vous avez commencé déjà un nouveau projet? Oui, je suis en train de réaliser une statue pour la Vendée. Ah, Elle sera très émouvante également, très belle. Je suis en train de la faire. la Vendée et ses victimes. Oui, Bon, vous oui, n'en dites, oui, oui. vous n'en dites pas plus. Je vous dirai ça la prochaine fois. Vous nous direz la Avec ses prochaine victimes. fois. Mais c'est très très beau parce que dans toutes mes œuvres, il y a toujours l'espérance. Toujours. Bien sûr. Et c'est ça qui est extraordinaire. Bien Tout est sûr. toujours possible. Tout est possible. Daphné du Barry, il n'y a qu'à regarder votre statue et l'aimer et vous remercier. Merci beaucoup, Anne. Et Merci à vous. à très vite alors pour cette. Vous pensez qu'elle sera réalisée quand? Elle Pour sera- l'année prochaine. Pour l'année prochaine. Oui, très beau projet. Merci beaucoup. Merci, Anne. Daphné du Barry. À très vite, chers amis de TV Liberté. Amis de TV Liberté, bonjour. Nous avons la chance de recevoir Marie-Christine Serrouti-Sandrier. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Anne. Vous êtes professeure émérite à la faculté de théologie de l'université de Minsk. Non, je l'étais. Vous l'étiez? non, On n'est pas honoraire. toujours professeur émérite? On n'est pas toujours? Ah, Jusqu'à émérite, la tombe oui, oui. Vous êtes diplômée d'études supérieures et licenciée en philosophie à la Sorbonne. Vous êtes rédactrice en chef des nouvelles de l'association Jean Carmignac, présidente de cette association Jean Carmignac. Et nous allons en parler parce que c'est une association étonnante qui se bat contre, selon votre expression, les démythisateurs, c'est-à-dire les gens qui nient toute historicité aux évangiles. Et vous êtes dans ce domaine une tigresse, rien ne vous échappe. Et les bulletins de l'association sont une source d'informations archéologiques extraordinaires et qui me passionnent parce que dans une seconde vie, j'aimerais bien être archéologue.
Et nous attendons ici la venue d'un de vos écrivains, vos collaborateurs réguliers, qui est Bruno Bioul, qui est archéologue et qui a lui-même publié un livre sur l'historicité des évangiles. Vous publiez juste là, la semaine dernière, La Sainte Vierge d'une féministe chez Dominique Martin-Morin, La Sainte Vierge d'une féministe. Alors là, c'est un titre extrêmement amusant. Qu'est-ce qui vous a pris, Marie-Christine? Quel a été votre moteur? Mon moteur, c'est que d'abord, j'aime beaucoup et je respecte énormément la Sainte Vierge, c'est évident, mais que je voyais qu'elle était maltraitée de toutes les manières, qu'on en faisait une femme inexistante, enfermée chez elle à faire le ménage et à ne rien faire d'autre, alors que dans les évangiles, c'est exactement le contraire. D'ailleurs, je ne m'appuie que sur les évangiles et le passage des Actes des Apôtres où il est question d'elle. Et je vois une femme qui, à part l'Annonciation, n'est jamais chez elle. Elle est toujours sur les routes, elle va à droite, elle va à gauche, elle va aider sa cousine, elle est là au moment de la crucifixion, elle est là quand les apôtres se réunissent après la résurrection et l'ascension. C'est une femme, c'est une battante. Une mère. Oui, mais en même temps une battante, parce qu'il y a des mères qui sont très tendres et qui sont plutôt restées à la maison, ce que je trouve très bien aussi, hein, j'ai rien contre ça, mais vouloir faire de la Sainte Vierge une personne inexistante, ben, ça me semble vraiment une calomnie. Alors vous écrivez, Marie-Christine, il y a deux extrêmes en ce qui concerne la mère de Jésus. D'un côté, les féministes pures et dures, qui ne la respectent pas, la rejettent et la haïssent, et de ce point de vue, l'image antagoniste qu'on a bâtie d'elle n'est peut-être pas complètement étrangère. Quelle responsabilité pour ceux qui s'obstinent à la vouloir comme elle n'était pas dans l'Évangile. De l'autre côté, se trouvent ceux qui en font une femme inexistante, et c'est surtout de cette subreptice attaque que je parlerai. Celle de ceux qui ont construit de toutes pièces une image de la Sainte Vierge qui correspond à leur idéal de la femme et qui voudrait ensuite que toutes les femmes s'alignent sur cette chimère. Quand je vous disais que Marie-Christine était une combattante, je ne me suis pas trompée. Alors, ce qui est très joli, c'est votre technique, votre méthodologie, si je puis dire, qui est la méthodologie, j'ai envie de dire, de Jean Carmignac et de votre association. Vous partez des textes, vous partez des évangiles et vous en faites, vous les mettez en bouche, si je puis dire, et vous en extrayez la substantifique moelle pour leur faire dire exactement ce qu'ils disent et non pas l'inverse. On va prendre des exemples. Cana. Cana, les noces de Cana. C'est vrai qu'elle est bien là, la Sainte Vierge. Qu'est-ce qu'elle fait? Ce qu'elle fait, ben alors, c'est ça, c'est un prêtre qui m'a dit en fait, cette réponse de Jésus, comment est-ce déjà la réponse de Jésus? D'abord, il n'y a qu'y a-t-il entre toi et moi? Voilà, qu'y a-t-il entre toi et moi? Oui. Et c'est un prêtre qui un jour a parlé avec un juif qui savait évidemment l'hébreu, qui lui a dit, mais Oui. ce qu'y a-t-il entre toi et moi, ça ne signifie pas du tout qu'y a-t-il Qu'il y a rien. Il n'y a rien, enfin, mêle-toi de tes oignons, enfin bref, c'est ça. Oui. Ça signifie C'est comme ça qu'on l'interprète aujourd'hui. Quel obstacle y a-t-il entre toi et moi? Rien. Donc ça veut dire, à la limite, ben, fais-le toi-même, le miracle. Donc c'est tout autre chose. Maintenant, je ne suis pas hébraïsante, donc je ne peux pas dire si ça peut... Mais j'ai quand même été chercher dans la Bible, en m'appuyant sur Tresse-Montant, qui a fait l'analyse des évangiles, comme on sait, et alors lui, il est persuadé que ça voulait dire mêle-toi de tes affaires, et il cite tous les passages de l'Ancien Testament, enfin pas mal de passages, où cette expression est utilisée. Oui. Et cette expression, chose extraordinaire, en général, signifie exactement le contraire. Quelle opposition, quel obstacle, quelle barrière entre toi et moi. J'ai regardé un par un. Bon, il y en a, ça peut être un peu équivoque, mais il y en a d'autres, c'est pas équivoque. Ça veut dire, enfin, nous ne sommes pas ennemis, nous sommes du même bord. Ouais. Alors bon, bah là, ça change tout. Ça change tout. Ce qui concerne la Sainte Vierge et ses rapports avec Jésus. Et dès le départ, ça donne le là, si je puis dire, de l'action de la Sainte Vierge, puisque c'est elle qui va chercher
Jésus en lui disant « Ils n'ont plus de vin Oui, c'est vrai. C'est vrai. ». Donc, Et qui, comme on dit, se retourne de l'autre côté pour dire faites ce qu'il va vous dire. Faites ce qu'il va vous dire. Voilà. Donc, c'est pas, elle n'est pas au bout de la table, les yeux baissés. Elle ne... Alors, en général, on la représente aux noces de Cana comme assise à côté de Jésus. Oui. Mais bon, après tout, elle n'y était peut-être pas, j'en sais rien. Bah, si, quand même, il a bien fallu qu'elle lui glisse à l'oreille, ils n'ont plus de vin. Elle pouvait se lever et faire le tour et arriver jusqu'à lui, peu importe. Et donc Jésus lui répond, enfin, moi je respecte, hein, il est possible que Jésus lui réponde, écoute, c'est pas le moment, mon heure n'est pas encore venue. Mais ça peut aussi signifier, bah, écoute, occupe-t'en. Et la Sainte Vierge renvoie la balle dans son camp. Alors, il y a une autre scène que vous décrivez extrêmement bien, c'est l'Annonciation. Et c'est pour ça que vous avez choisi la couverture de votre livre, qui est un tableau de Simone Martini, qui date tout de même de 1333, et qui, la Vierge de l'Annonciation, qui est au musée des Beaux-Arts d'Anvers. Alors, pouvez-vous nous expliquer la signification de ce tableau ? Pourquoi l'avez-vous choisi ? En fait, c'est ça. J'en parle dans la Sainte Vierge, le chapitre La Sainte Vierge pudique. Oui. Parce qu'en fait, il y a dans ce tableau une idée de la Sainte Vierge qui voit arriver cet homme, parce que bon, je pense que l'ange avait un aspect masculin, j'en sais rien, mais enfin bon, et qui se dit, oh là là, attention, c'est l'ennemi dans la place, Oui. et qui se voile, etc. Qui se recule. Oui. Qui se recule. Elle a un mouvement de retrait. Et elle se cache. Et elle prend son Oui, voile et elle va Oui. le mettre presque devant son visage. Et elle a un air très triste. Un air plutôt affolé. Oui. Et alors, on n'a pas tout le tableau sur la couverture. Non. Sur le tableau original, il y a l'ange, Oui. la Sainte Vierge, mais entre les deux, il y a des fleurs de lys qui symbolent la pureté, etc. Enfin, tout le pot de fleurs avec tout ce qu'il y a signifie la chasteté, la pureté, etc. Si bien que il y a des gens, enfin, on peut dire, ah ben oui, la Sainte Vierge était très, 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 très pudique, etc. Ce qui est complètement contredit avec la réponse qu'elle donne à l'ange. Oui. Comment cela se fera-t-il ? Elle était très au courant de ce qu'il en était. Oui, très cru, puisque Voilà, je ne connais pas paf, d'homme. voilà. Oui. Mais il y a cette idée d'une Sainte Vierge complètement frigide, disons le terme Oui, crûment, et ce qui n'était pas du tout le cas. Oui. Je ne vais pas dire l'inverse, Oui, entendons-nous. Vous dites que cette interprétation est une interprétation un peu 19e siècle où on veut que les jeunes filles soient comme amenées au sacrifice, j'ai envie de dire, pour prendre une image, en tout cas qui arrivent au mariage sans rien savoir et qui sont quelquefois surprises. Oui, bah oui, j'en parle d'ailleurs dans mon livre Oui. de certaines femmes, oui, c'est ça, qui arrivaient sans rien savoir de tout ça, au mariage. Alors, il y a un très intéressant passage aussi, mais bon, tout est très très intéressant. C'est le passage sur le Magnificat. La joie du Magnificat et tout ce que l'on dit de nos jours sur le Magnificat. Puisque vous citez tout de même, c'est un article de ce que vous appelez la croix et la bannière, et qui est quand même assez fort, qui est un doute total sur ce texte dont on dit qu'il a été repris par Saint Luc, qu'il a casé là, parce que c'est une ancienne prière, et c'est vrai, c'est une prière que dit Anne, la mère de Samuel, quand elle a son enfant. Oui, c'est ça. Alors, non seulement ça a été copié là-dessus et arrangé, soi-disant, mais même, on va jusqu'à dire que c'est ça, c'est une chose qui a été inventée même après l'Annonciation, des choses qui ne tiennent pas debout, histoire de pouvoir dire que la Sainte Vierge n'entrait en rien dans ce Magnificat. Et voilà, c'était rajouté par la suite, c'est toujours le grand drame de ce qu'on nous dit des évangiles, ça a été ajouté par la suite, etc. Il n'y a rien d'historique. C'est ça, c'est votre combat. Voilà ce texte donc d'un journaliste qu'on ne citera pas. Il est difficile de connaître les sources exactes du Magnificat.
L'une des hypothèses est que ce cantique vienne des cercles judéo-chrétiens, soit de la première communauté chrétienne de Jérusalem, et qu'il ait été inséré par Luc dans le contexte de la visitation. Alors, ce texte est assez intéressant parce que, il ne connaît pas ce que vous m'avez révélé d'ailleurs dans un autre numéro de l'association Carmignac, que ce Magnificat est un texte déjà utilisé dans la Bible par Anne. Ah, c'est pas le même. C'est la même. C'est le oui, même. c'est ça. Il est clair, enfin, à mon avis, que la Sainte Vierge le connaissait. Il est clair que la Sainte Vierge le connaissait. Ce qui lui donne une culture. Ce qui fait on refuse à la Sainte Vierge d'avoir une culture. Elle ne pouvait pas être capable de dire une chose pareille. Voilà. Parce qu'en fait, elle s'occupait seulement à passer la serpillière. Oui. Voilà. Mais, et que le deuxième problème, c'est qu'il a été inséré par Luc dans le contexte de la visitation, comme si c'était Luc se permettait d'inventer quelque chose. Vous êtes déjà bien gentil de dire que c'est Saint-Luc, parce que Saint-Luc, d'après beaucoup de gens, c'est pas Saint-Luc, hein, faut pas rêver. C'est des gens manifestement imaginatifs qui par la suite ont arrangé ça à leur sauce, parce que ça pouvait pas venir de Saint-Luc, ça pouvait pas venir de la Alors, Sainte-Vierge. il faut savoir que vous avez écrit ce livre qui est extraordinaire et qui est traduit dans toutes les langues et qui continue depuis 25 ans. C'est les évangiles sont des reportages. Ça, c'est magique. N'en déplaise à certains. N'en déplaise à certains qui voudraient que ça soit un aimable rappel de ce qui aurait pu se passer 100 ans après ou 200 ans après. Oui, enfin, carrément de la légende, quoi. De la légende. Oui, enfin, tout le monde ne va pas jusque-là, mais enfin, vous avez tous les cas de figure entre les deux. Entre les évangiles qui sont vraiment des textes historiques, etc., et puis le roman inventé tardivement par des communautés imaginatives, etc. Donc on a tous les cas de figure, mais enfin, ce qui prévaut aujourd'hui, alors je reçois maintenant des lettres de gens qui me disent « Attendez, au séminaire, on nous apprend tout autre chose ». Et alors là, c'est la catastrophe. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai écrit mon premier livre. On est vraiment dans la civilisation du doute. Hein. Parce que si on apprend aux jeunes prêtres que les évangiles, c'est pas la vérité. Bah oui, comme je disais hier, je viens de recevoir une lettre de Pologne où un ex-séminariste, je ne sais pas maintenant où il en est, et qui m'écrivait. Ce qu'on nous enseigne au séminaire, c'est pas du tout ce que vous dites vous, et je voudrais que ce livre soit publié en polonais. Oui. Là, il faudra décider mon éditeur à faire un petit ristourne parce qu'ils sont. Enfin, c'est l'air du temps, et vous vous battez contre l'air du temps. Et j'ai envie de dire, qu'est-ce qui vous a amené à Carmignac? Qu'est-ce qui vous a fait prendre à bras le corps ce combat? Quel a été le déclencheur? C'est simple. Quand j'étais à Strasbourg, avec mon mari, je l'avais suivi là-bas pour son travail, on a voulu faire quelque chose de religieux, et on était à la cathédrale qui était près de chez nous, et là on nous a dit, écoutez, non, il n'y a pas de... On pensait aider dans les œuvres de charité, disons, non, mais en revanche, vous avez un cours de formation biblique. Très bien, on s'informe, on y va. Et puis alors là, c'était la douche froide. On nous a dit, en fait, les évangiles... C'est de l'invention pure et simple. Alors moi, je tremblais, je disais... Le choc. Le choc, exactement. Le choc, hein. J'étais encore relativement jeune, je sais pas l'âge que j'avais, 30 ans. Et mon mari m'a dit, non, c'est pas comme ça. Mon mari a fait la Cato de Milan. Oui. Et là, on leur faisait faire le serment antimoderniste. Ah ouais. Et donc, il m'a dit, non, et regarde Pie X. Serment antimoderniste de Saint Pie X. Voilà, regarde Saint Pie X. Et là, j'ai vu. Et là, j'ai dit, faut faire quelque chose. Et puis, une amie m'a parlé de Carmignac. Et là, j'ai foncé dans le tas et j'ai dit, la Providence vous a amené exactement là où il fallait. Alors, cette association Jean Carmignac, que vous menez de main de maître, publie chaque année un document qui est... Excuse-moi, tous les 3 mois. Tous les 3 mois, pardon.
qui est, oui, vous avez une activité étonnante. Et alors, vous êtes entouré de grands savants. Bon, j'ai nommé Bruno Bioul, qui là nous fait un article, nous donne un article sur la piscine de Siloé. Ben oui, on a retrouvé la piscine de Siloé. Il nous a même fourni les images. Et il fournit les images. Vous rééditez des textes de Jean Carmignac, parce qu'en effet, c'est tout à fait... En fait, c'est une interview à la radio. À la radio, à Radio Courtoisie d'ailleurs. Et puis j'ai envie de nommer ce professeur de grec et de latin ancien à Aix-en-Provence qui vit encore. Monsieur Luciani, qui est une merveille de science et de précision et qui vous décortique un texte grec et un texte latin avec une précision étonnante et qui donc... c'est vrai que la linguistique est une science fabuleuse parce qu'elle nous rapproche du réel au lieu de nous en éloigner quand on sait la manier. En plus, il est très modeste, très sympathique. Il est très modeste, oui. oui. Et là, alors là, c'est quand même inouï, l'historicité et c'est le numéro de juin 2019, l'historicité des textes bibliques en ce qui concerne les plaies d'Égypte. Alors, c'est inouï parce que dans ce document passionnant d'un professeur danois, Siro et Trevisanato. Oui. C'est pas Monsieur Luciani qui a fait ça. Non, c'est l'article, c'est... c'est Monsieur... c'est signé par lui. Non, c'est lui, c'est l'historien qui a... ah oui. Écoutez, c'est marqué, c'est traduit, en tout cas, c'est probablement traduit de ce professeur. Et il nous montre que ces plaies d'Égypte, cet article nous montre, et là c'est un autre de vos collaborateurs puissants qui s'appelle Lo Cicero, qui vit en Suisse. Ces plaies d'Égypte ont une origine physique qui pourrait être l'explosion énorme de Santorin. Et alors, alors vous écrivez de façon très... vous répondez à l'avance à l'objection en disant une objection pourrait être faite, celle que les plaies d'Égypte étant œuvre de Dieu, les forces naturelles n'ont pas lieu d'intervenir. En effet, les considérer comme résultant de causes naturelles risque de supprimer l'interprétation d'une intervention divine. Mais, comme nous a répondu le docteur Trevisanato, il n'est pas dit que Dieu ne puisse pas ou ne veuille pas se servir des forces naturelles. Et je vous donne quelques exemples. Mais David et Goliath, Esther, la manne dont on nous dit aujourd'hui qu'elle était naturelle, la manne des Juifs dans le désert, que mangent les Juifs dans le désert. Et alors, Pierre Lo Cicero nous donne une photo des différentes explosions qui ont eu lieu à cette époque. Même avant ou après. Même avant ou après. Et on voit que l'explosion de Santorin a été absolument énorme. Et alors, du coup, j'ai regardé la carte, parce qu'il donne aussi la carte, et on voit que Santorin est un peu au-dessus de la crête, mais que c'est en droite ligne sur l'Égypte, et que donc les nuages ont dû pousser toutes les émanations de gaz vers l'Égypte. Et il a des explications extrêmement intéressantes sur toutes les maladies qui ont... Monsieur qui habite au Canada qui a fait ça. Oui, c'est vraiment très intéressant Vous aimez bien l'archéologie, vous aussi? Bien sûr, qu'est-ce qui n'aime pas ça? Et d'ailleurs, je trouve que l'archéologie, pour les sujets que j'étudie, c'est capital. Si on n'avait jamais retrouvé, regardez Ponce Pilate. Oui. On disait Ponce Pilate, c'est une invention, etc. Manque de chance, paf, on retourne une pierre dans le théâtre là de, je ne sais plus comment s'appelle la ville, et il y avait marqué Ponce Pilate. Et maintenant, on vient encore de retrouver un sceau de Ponce Pilate. Ah là là, alors il n'y a pas de doute, il a quand même existé. Et ça... les démythisateurs en prennent plein la vue avec vous. Pas seulement avec moi, je ne suis pas seule, heureusement. Ils sont obligés de voir. Ah oui, non, mais...
Et puis, dernier exemple que j'aime beaucoup, c'est cette phrase dans l'évangile de saint Marc. Et aussitôt, montant dans le bateau avec ses disciples, il vint dans la région de Dalmanutha. Et en fait, Dalmanutha, personne d'autre que cet évangile n'en parle, que saint Marc n'en parle. Et en fait, il semblerait que ce soit tout près de Magdala. Donc, oui, voilà, ça c'est M. Bioul qui nous a Bruno fait ça. Bioul. Moi, je me suis trompée tout à l'heure, j'ai parlé d'explosion de Saint-Orin, c'est rien à voir. C'est tout à fait passionnant. Alors, on va terminer là-dessus, qui était l'abbé Carmignac? Un homme extrêmement modeste, qui ne faisait pas trop parler de lui, mais qui d'ailleurs suivait parfaitement les idées démythisatrices de son époque, ayant fait... qui étant malheureusement encore en vie, sont encore en vie ces idées-là, et qui mauvaises idées ont la vie dure. Oui, c'est ça. Et donc qui un jour s'est dit tiens je vais essayer de traduire l'Évangile de saint Marc, c'est le plus court, ça sera plus vite fait, en hébreu parce qu'il savait l'hébreu. Alors là, ça a été très rapidement, il s'est dit mais c'est pas possible. Ça a été traduit de l'hébreu. C'est un texte hébreu qui est sous-jacent. Oui. Et donc, si c'est un texte hébreu, ça a été écrit avant la destruction de Jérusalem, quand les témoins oculaires étaient encore vivants. Et donc, c'est vrai. Tout ce qu'on nous raconte, qui dit oh ben oui, mais enfin ça a été inventé par la suite quand il n'y avait plus un seul survivant. Et tenez, on a maintenant un Anglais qui s'occupe de ça aussi, qui vient d'écrire un livre qui va être traduit en français, et qui démontre... en s'appuyant bien sûr sur les recherches d'autres personnes très très calées, que les noms propres qui sont donnés dans l'Évangile ne peuvent pas ne pas avoir été des noms propres de l'époque, parce que les statistiques disent exactement ça. Oui, ça c'est. Il n'y a pas un seul bavure. Ce qui est étonnant, c'est que plus il y a de recherches linguistiques, stylistiques, archéologiques, et plus l'authenticité de ces évangiles, l'historicité de ces évangiles explose. Et ça, c'est fascinant de vous... Le nom me revient, c'est Peter Williams, le nom de l'anglais. Très, très bien. Voilà. En tout cas, chers amis de TV Liberté, demandez à l'association un numéro pour adhérer à cette association si vous êtes on peut aller sur Internet, on trouve association-jean-carmignac@hotmail.com. Il y a un site Internet, ab-carmignac.org. Voilà. Ça, c'est là que vous allez le trouver. Mais Dieu défendu, ça c'est des vidéos que j'ai faites, pas seulement sur les évangiles, mais enfin sur tout ce qui attaque aujourd'hui la religion catholique. Sur tout ce qui attaque donc c'est quand même un élément de combat important. Et puis, lisez cette Sainte Vierge d'une féministe, c'est Dominique Martin-Morin, parce que c'est un très très joli livre qui allie une science certaine des textes des évangiles, donc on révise un peu ces évangiles, à l'expérience d'une mère que vous êtes, et avec beaucoup de finesse et de tendresse, cette nouvelle approche de la Sainte Vierge est vraiment merveilleuse et on passe un moment très agréable. En plus de ça, vous écrivez très joliment, donc c'est un très joli petit livre. Merci beaucoup et ne pensez pas que Marie-Christine soit une féministe pure et dure. Ce n'est pas du tout le genre de la maison. Saint-Pédis ne l'aurait pas permis. Merci beaucoup Marie-Christine. À très vite. Moi qui vous remercie. Et chers amis de TV Liberté.